Les athlètes de très haut niveau décrivent souvent un truc, enfin une sensation assez particulière. Un moment où le chaos de la compétition semble soudainement se figer. Ouais, le fameux moment de grâce. Exactement. Le temps ralentit, les mouvements deviennent purement instinctifs et l'idée même de rater devient juste inconcevable. C'est ce qu'on appelle la zone. Et c'est fascinant à observer. Totalement fascinant. Mais bon, en général, c'est un état qui dure quelques minutes, voire au mieux la durée d'un match pour les plus exceptionnels. C'est ça, c'est extrêmement éphémère. Mais du coup, que se passe-t-il quand un joueur de foot trouve cette clé mentale et refuse carrément de rendre la serrure pendant un mois entier? Ça donne quelque chose de mémorable. C'est pour répondre à cette question qu'on se lance aujourd'hui dans cette exploration. On a comme point de départ un article hyper captivant, publié le 8 avril 2026 par le média sportif sénégalais WeSport. Un très bon papier d'ailleurs. Très bon, ouais. Il documente le mois de mars stratosphérique de l'ailier sénégalais Ismaïla Sarr avec son club de Crystal Palace. On parle d'un joueur qui a tout raflé, le titre de meilleur joueur du mois et le prix du plus beau but. Et rien que ça. Bon, décortiquons tout ça. L'objectif de notre analyse, c'est pas juste de lister ses exploits, mais vraiment de comprendre la mécanique interne de cet état de grâce et aussi ce que ça implique de porter une équipe entière sur ses épaules. C'est un point de départ essentiel, je suis d'accord. Parce que analyser ce mois de mars, ça nous oblige à regarder bien au-delà des simples statistiques. Il faut creuser, ouais. Exactement. On doit examiner l'anatomie même de la constance. Parce que la régularité au plus haut niveau du football professionnel, c'est une véritable anomalie. Ah, lui, c'est pas la règle du tout. Non. La norme, c'est plutôt l'irrégularité. Les fluctuations de forme, les baisses de régime, c'est ça le quotidien d'un footballeur. Donc quand un article comme celui de WeSport met en lumière une telle accumulation de performances, décisive en si peu de temps, ça pose question. Des questions sur la confiance, surtout. Totalement. Comment elle s'acquiert, comment elle se conserve, et surtout, comment elle se transmet au reste d'un effectif qui, pour le coup, se trouve à un moment assez critique de sa saison. Eh bien, entrons dans le vif du sujet avec l'événement déclencheur. Parce que tout commence le 5 mars. Le fameux match. Ouais, on est à la 29e journée de Premier League, donc le championnat le plus intense au monde, et Crystal Palace affronte Tottenham, qui est quand même un vrai cadre du championnat. Un très gros morceau, ouais. Et là, Sarr inscrit un doublé retentissant. Il offre une victoire 3-1 à son équipe, mais au-delà de l'importance comptable, l'un de ses buts est d'une telle pureté technique qu'il est élu but du mois. C'est impressionnant de combiner les deux. C'est clair. Mais du coup, je me suis posé la question, on sait qu'un buteur vide statistique, mais est-ce qu'une réalisation purement esthétique modifie vraiment la géométrie du terrain pour les matchs suivants? Ou bien c'est juste, je sais pas, une belle image pour les réseaux sociaux du club? Ballon poussé du tibia après un cafouillage, ça relève un peu de la chance. C'est moins effrayant. Voilà. Mais quand un joueur inscrit le but du mois, c'est souvent une frappe improbable ou un dribble fulgurant. Et ça brise littéralement les certitudes de l'adversaire. Il prend un ascendant psychologique, quoi. C'est ça. Le défenseur qui va affronter Sarr la semaine suivante, il a vu ces images. Et inconsciemment, il va lui accorder un demi-mètre d'espace supplémentaire, juste par peur d'être humilié par un geste technique hors norme. Et c'est ce fameux demi-mètre qui change absolument tout. Pour imager ça, on pourrait comparer cet état de forme à un volant d'inertie en mécanique. Oh, j'aime beaucoup cette analogie. Tu vois l'idée. C'est une roue lourde qui demande une énergie colossale pour juste commencer à tourner. Le premier but, le travail à l'entraînement, c'est cette énergie initiale. La poussée des départs. Exactement. Mais une fois que la roue tourne à pleine vitesse, après un exploit comme ce match contre Tottenham, c'est son propre élan qui la maintient en mouvement. Et ça devient inarrêtable. C'est ça. Il devient super difficile pour une force extérieure, comme un défenseur ou un schéma tactique adverse, de l'arrêter. Donc, le doublé du 5 mars, c'est vraiment la poussée finale qui met tout le système en rotation autonome. C'est une excellente image. Et le truc avec ce volant d'inertie, c'est que ça modifie pas seulement le comportement des adversaires. Ça reconfigure complètement l'approche de la propre équipe de Sarr. Ah oui, ses coéquipiers jouent différemment alors. Mais carrément. Quand un joueur réalise ce genre de prestation contre un Tottenham, la dynamique du vestiaire bascule. Les milieux de terrain de Crystal Palace commencent à chercher Sarr une fraction de seconde plus tôt qu'avant. Il lui donne le ballon les yeux fermés. Presque, ouais. Les passes deviennent plus risquées, mais plus directes, parce qu'ils savent pertinemment qu'il est dans une phase où il transforme le plan en or. La victoire 3-1, c'est pas qu'un résultat comptable. C'est un vrai message. C'est un message psychologique envoyé à tout le club. Prouvons que leur attaquant peut renverser l'ordre établi. Je suis tout à fait d'accord sur ce concept de dynamique psychologique. Mais
poussons la réflexion un peu plus loin. Parce que très souvent, la réalité du calendrier vient briser cette magie. Le fameux enchaînement des matchs. Voilà. Un attaquant peut être sur son petit nuage le week-end, mais le test ultime de la zone, c'est de voir s'il survit à un changement brutal d'environnement. Et de type de compétition, ouais. C'est ça. Et là, 14 jours plus tard, on est le 19 mars, on retrouve Sarr sur la scène européenne, en Conference League, face à l'équipe chypriote de l'AEK Larnaca. Un tout autre contexte. Totalement. Et avec une grosse pression d'élimination directe. Et que fait-il? Un nouveau doublé, une victoire 2-1 et la qualification au bout. C'est le point de bascule, ce match européen. Comment ça? Ça fait passer le joueur d'un simple bon moment à une forme dominante. La transition de la Première Ligue à la Conference League, c'est un défi structurel majeur. Parce que le jeu est différent. Complètement. En Angleterre, le jeu est hyper rapide, très physique, basé sur les transitions. Alors que face à une équipe comme l'Arnaca en match retour, on affronte souvent un bloc très bas. Une équipe très regroupée, quoi. C'est ça, des lignes resserrées. Une équipe qui cherche juste à casser le rythme pour protéger un résultat. Le fait que Sarr parvienne à inscrire un nouveau doublé ici, ça prouve que sa forme dépend pas d'un seul style de jeu. Il sait tout faire. Il a trouvé la capacité de décoder des défenses radicalement différentes avec la même efficacité létale. Alors attends, là je vais jouer l'avocate du diable. Allez-y. On loue sa conscience et son intelligence tactique et franchement c'est indéniable. Mais il y a une réalité biologique qu'on ne peut pas ignorer. L'aspect physique? Oui, l'article de Wisport parle de son influence phénoménale sur le terrain, mais jouer le jeudi soir à l'autre bout de l'Europe après avoir enchaîné des matchs à très haute intensité le week-end en Angleterre, ça draine complètement un joueur. C'est épuisant, c'est sûr. Surtout pour un ailier dont le jeu est basé sur la vitesse et l'explosivité, tu vois. La dopamine, la confiance, c'est formidable, mais ça fait pas disparaître l'acide lactique des muscles. Non, en effet. Donc comment on explique qu'il arrive à maintenir cette explosivité physique à 2 semaines d'intervalle sans s'effondrer de fatigue? C'est une excellente question. Et c'est là que l'analyse doit vraiment relier la psychologie à l'efficacité biomécanique. Ça a l'air technique, dit comme ça. Un peu, ouais. Mais vous avez raison. La biologie se laisse pas tromper. Sauf qu'un joueur dans la zone, en fait, il compense la fatigue physiologique par une efficience de mouvement drastiquement améliorée. Il optimise ses efforts. Exactement. Quand un ailier doute de lui-même, il va souvent compenser par des courses inutiles. Il décroche trop bas pour toucher le ballon, il s'épuise dans des duels qui servent à rien. Il court dans le vide, en gros. Voilà. En revanche, un joueur avec le niveau de confiance qu'avait Sarr à ce moment-là, il optimise chacune de ses courses. Il va à l'essentiel. Son anticipation est tellement aiguisée par cette confiance qu'il ne sprinte que lorsque c'est absolument nécessaire et décisif. Donc ce que tu dis, c'est que l'état de grâce rend le joueur littéralement plus économe en énergie. C'est tout à fait ça. Il court pas forcément plus vite ou plus longtemps, mais il court plus intelligemment parce que son cerveau lit les trajectoires avant tout le monde. Exactement. Et il y a aussi une adaptation collective qu'il faut prendre en compte. Du côté de l'équipe. Oui. L'influence globale du joueur, dont parle l'article, ça implique que l'entraîneur de Crystal Palace a très probablement ajusté l'équilibre de l'équipe. Pour le protéger. Sachant que Sarr est l'arme fatale, oui. Les autres milieux et défenseurs vont assumer une plus grande charge du travail défensif pour compenser. Ah, je vois. Il court pour lui. Ils lui permettent de garder sa fraîcheur pour les phases de transition offensive. C'est une vraie symbiose, en fait. Le joueur offre la qualification avec ses buts, et en échange, l'équipe travaille pour préserver son intégrité physique. C'est super intéressant ce concept d'économie d'énergie tactique. Ça prouve vraiment que le momentum est à la fois individuel et systémique. Complètement. Mais on ne peut pas examiner cette série sans parler du 3e acte de ce mois de mars. Et c'est peut-être le plus surprenant parce qu'il sort carrément de l'écosystème du club. Ah oui, la trêve internationale. Voilà, fin mars, le 28 mars pour être exact, on retrouve Sarr au Stade de France avec le maillot du Sénégal lors d'un match contre le Pérou. Un changement de décor total. On change de continent, d'adversité, on change de coéquipier, on change d'entraîneur et pourtant, il marque à nouveau. La constance incarnée. C'est ça. Et ce qui m'interpelle beaucoup ici, c'est la formulation de Wisport. Ils prennent vraiment soin de rappeler qu'il est, je cite, double champion d'Afrique. C'est pas anodin comme précision. Justement, pourquoi ce titre précis est-il si important dans le narratif de ce mois de mars? Eh bien, parce que ce rappel n'est pas juste une courtoisie de journaliste. C'est une donnée analytique majeure. Le statut de double champion d'Afrique, c'est un vrai marqueur d'ADN sportif. L'ADN d'un gagnant. Exactement. Ça signifie que Sarr, c'est pas seulement un joueur talentueux qui connaît une bonne passe. C'est un athlète qui a été forgé dans le feu des plus grandes compétitions continentales. Il sait gérer la pression.
Il a connu la pression étouffante des finales, les attentes de toute une nation, l'obligation de résultats immédiats. Ce bagage mental, il est immense. Donc le but contre le Pérou, c'est la suite logique. Oui, lorsqu'il marque au Stade de France contre une équipe sud-américaine très coriace, il valide le fait que son état de forme n'est pas juste un alignement planétaire chanceux limité au sud de Londres. C'est la confirmation de sa dimension internationale. C'est l'expression d'une stature souveraine, ouais. Mais c'est là que ceux qui nous écoutent et qui regardent le classement de la Première Ligue pourraient légitimement tiquer. Je vois très bien où vous voulez en venir. Bah oui, ils pourraient se dire c'est bien beau tout ça, il marche sur l'eau, il gagne en Europe, il marque avec le Sénégal. Mais si ce joueur est vraiment une royauté internationale, pourquoi Crystal Palace est englué à la 14e place du championnat ? C'est le grand paradoxe. C'est un paradoxe gigantesque, hein. Avoir un double champion d'Afrique en pleine possession de ses moyens, capable de statistiques affolantes, mais lutter au quotidien dans la moitié inférieure du tableau. C'est vrai que ça paraît contre-intuitif. Comment on réconcilie cette fulgurance individuelle avec la médiocrité, disons-le, collective en championnat ? Eh bien, ce paradoxe, c'est en fait la définition même de la réalité pour énormément de clubs du milieu de tableau en Première Ligue. Vraiment ? Si on relie cette 14e place à la dynamique globale du foot moderne, on comprend vite pourquoi un club comme Palace a un besoin existentiel de ce genre de performance. Ils ont besoin d'un sauveur, en gros. Une équipe classée 14e, par définition, elle domine pas la possession du ballon. Elle subit souvent, elle défend très bas, et elle vit sous la menace constante de la zone de relégation. C'est un combat tous les instants. Et dans ce contexte super oppressant, on ne peut pas se permettre de construire des actions avec 40 passes avant de marquer. On dépend presque entièrement de transitions fulgurantes. Donc le système entier repose sur l'hypothèse qu'un seul joueur sera capable de transformer une pauvre demi-occasion en but décisif. C'est tout à fait ça. Là où une équipe du haut de tableau crée, 10 occasions nettes par match. Exactement. Et psychologiquement, l'apport d'un joueur qui possède cet ADN de vainqueur est inestimable pour un vestiaire qui est constamment sous tension. Il rassure tout le monde. Un effectif de milieu de tableau, ça accumule une fatigue mentale énorme à force de défendre et de perdre des matchs serrés. Donc, quand un joueur comme ça revient de sélection avec son aura, ses buts, sa confiance, Il fait du bien au moral des troupes. il agit comme un véritable bouclier émotionnel pour le reste de l'équipe. D'ailleurs, l'article mentionne une réaction très intéressante de Crystal Palace. Ah oui, le tweet. Oui, le 8 avril, pour annoncer le titre de joueur du mois, le compte officiel du club a simplement tweeté What a guy. « Voilà, Quel homme. C'est quand même pas banal comme communication institutionnelle pour un club de Première Ligue, non ? absolument pas ». Remarquez qu'ils n'ont pas mis en avant ses statistiques de vitesse, ni son ratio de buts par match. Ils ont mis en avant l'humain.